L'histoire commence avec le roi Grey, le souverain le plus puissant du monde, menant son armée dans une guerre brutale. Ses forces submergent le champ de bataille, des avions de chasse sèment la destruction depuis le ciel, et des explosions ravagent la terre. Les cris du peuple s'évanouissent dans le silence. Debout au sommet le plus élevé, il observe la dévastation se dérouler, mais au fond de lui, il ne ressent rien d'autre que du vide. De retour dans son immense château, le roi Grey contemple son armée apparemment invincible à travers une grande fenêtre. Ce qui autrefois lui procurait de la fierté lui semble maintenant dénué de sens. Pris de désespoir, il se tourne vers d'anciennes écritures à la recherche de réponses. Avant qu'il ne puisse ordonner ses pensées, une force surnaturelle l'attire, et soudain, il se sent flotter, dérivant dans un abîme aquatique. Une voix lointaine l'appelle, l'exhortant à chercher la lumière dans sa nouvelle vie. Sa vision se brouille, et lorsqu'elle s'éclaircit, il se retrouve dans les bras de deux étrangers. Une femme s'émerveille de ses cheveux, qui sont de la même couleur que les siens, tandis qu'un homme remarque que ses yeux ressemblent aux siens. Leurs voix lui sont inconnues, mais pleines de chaleur. L'homme se présente comme Reynolds, affirmant être son père, tandis que la femme l'appelle tendrement son fils et se dit être sa mère. Leur joie est évidente, mais son esprit est envahi par la confusion. Il ne les reconnaît pas, pourtant il lui parle avec affection. Ses souvenirs en tant que roi Grey restent intacts, mais une vérité indéniable s'impose à lui, son royaume, son pouvoir et sa vie passée ont disparu. La réalité s'impose alors qu'il prend conscience de l'impossible, il est né de nouveau. Lui, le roi invaincu après tant de victoires, est désormais réduit à un nourrisson impuissant. Sa mère le tient doucement et l'encourage à rôter. Son corps réagit instinctivement, et elle le félicite avec un sourire. Il observe Alice et Reynolds prendre soin de lui, convaincu qu'il est leur enfant. Tout cela semble logique, mais une frustration profonde demeure en lui, peut-être même une peur face à cette existence sans pouvoir. Reynolds l'appelle avec enthousiasme et tend un doigt. Son minuscule poing se referme dessus par réflexe, et Reynolds éclate de joie, persuadé qu'Arthur l'aime déjà. Mais en réalité, ce n'est qu'une réaction involontaire. Avant même de pouvoir assimiler ses émotions, son corps le trahit à nouveau, il se salit sans aucun contrôle. Sa mère rit, qualifiant cela de gros coup, et se prépare joyeusement à le nettoyer. Rien ne se passe comme il l'aurait souhaité. Son nouveau corps lui semble une prison. Il voudrait se réveiller de ce rêve absurde, mais il persiste. Bientôt, il assiste à quelque chose d'encore plus étonnant. Son père, Reynolds, s'entraîne dehors. Il concentre son énergie, renforçant son corps avec du mana avant d'asséner un puissant coup à un énorme rocher, le brisant en morceaux. Arthur observe avec curiosité, mais la démonstration prend une tournure comique lorsqu'un éclat de pierre rebondit et frappe Reynolds à la tête. Alice soupire et s'approche pour soigner la blessure avec une touche de magie. Arthur est fasciné. Ce monde possède des pouvoirs qui lui sont totalement inconnus. Plus tard, lors d'une aventure avec son groupe, Reynolds terrasse un monstre géant d'un seul coup de poing. Pendant ce temps, Alice et Arthur attendent à la maison. Lorsqu'il rentre, Alice l'accueille chaleureusement. Arthur, toujours aussi observateur, continue d'analyser son environnement, conscient que le savoir est une arme en soi. Reynolds, les mains couvertes de sang de monstre, hésite avant de les prendre dans ses bras, réalisant qu'il devrait se laver d'abord. Arthur note que cette société permet aux individus de posséder des armes, ce qui implique un niveau de danger nécessitant de la force. Cette pensée renforce sa détermination, il doit acquérir du pouvoir au plus vite. Alice s'assure que Reynolds est rentré sain et sauf, et il la rassure en disant que ce n'était qu'une mission facile. Alors qu'Alice prépare Arthur à faire la sieste, il repense à sa vie passée, où des assassins le traquaient chaque nuit. La simple liberté de dormir sans crainte est une chose à laquelle il n'a jamais été habitué. Malgré ses frustrations, des moments comme celui-ci ne sont pas si désagréables. Après quelques mois, le bébé commença à ramper. Inquiète, Alice demanda à Reynolds de s'assurer qu'Arthur ne se cogne pas la tête. Reynolds la rassura, bien qu'il fût tout aussi prudent. Arthur rampa jusqu'à un miroir et fixa son propre reflet. Ses parents trouvèrent cela adorable, mais pour Arthur, le nom au petit Arthur lui semblait encore étranger. Cependant, il considérait cela comme un détail sans importance. Plus tard dans la nuit, sa mère le borda avec un baiser de bonne nuit. Une fois qu'elle quitta la pièce, Arthur ouvrit les yeux et descendit silencieusement de son berceau. Il avait enfin acquis un contrôle total sur ses membres. Se déplaçant avec rapidité et précaution pour éviter d'être remarqué, il glissa hors de la chambre, passant devant sa mère occupée à faire la vaisselle. Son objectif, la bibliothèque. Une fois arrivé, il se mit à lire avec empressement. Pour lui, la connaissance était une arme, et il venait enfin d'accéder aux informations qu'il recherchait, les détails de ce monde. Arthur découvrit que le continent où il était né s'appelait Dikaten. Il était composé de 3 royaumes, le royaume de Darve, une nation souterraine habitée par des nains, le royaume des Noirs, une nation d'elfes cachée au cœur d'une vaste forêt, et le royaume de Sapin, où il vivait actuellement, le plus peuplé et principalement habité par des humains. Contrairement à son ancien monde où il avait conquis le trône par la force, cette monarchie fonctionnait sur le principe de l'héritage royal. Il poursuivit sa lecture et comprit que, comparé à son passé,
ce monde en était encore à un stade de développement. La raison de son retard technologique était la magie. Une source de pouvoir appelée mana existait ici. La capacité à contrôler le mana était en grande partie héréditaire et ne se manifestait que chez une personne sur 100. Il existait de grandes utilisations du mana, l'augmentation et la conjuration. Les augmentateurs utilisaient le mana pour renforcer leur corps, leur conférant une force, une défense et une agilité incroyables. Les conjurateurs, en revanche, projetaient le mana à l'extérieur et le façonnaient selon leur volonté. Arthur se rappela comment sa mère avait utilisé la magie de guérison, réalisant ainsi qu'il existait des exceptions à ces règles. Cependant, la clé du contrôle du mana résidait dans le noyau de mana. La plupart des mages commençaient à développer leur pouvoir entre la puberté et la fin de l'adolescence, en concentrant le mana dispersé dans leur corps en un seul point pour former un noyau de mana. Cela marquait le début de leur parcours en tant que mage. Arthur compara ce concept à ses connaissances passées sur le ki, où la maîtrise de l'énergie interne était essentielle. Déterminé à tester si son savoir antérieur pouvait lui offrir un avantage, il se concentra. Une petite quantité de mana commença à se rassembler autour de lui. Mais avant qu'il ne puisse explorer davantage, sa mère le souleva brusquement. Elle l'avait cherché et l'avait finalement trouvé. Arthur craignit qu'elle n'ait remarqué son expérience, mais au lieu de cela, elle lui demanda s'il s'était sali. Pris par sa concentration, il ne s'en était même pas rendu compte. Sa mère, déjà certaine de la réponse, l'emmena le changer. Arthur était mortifié. Il détestait se sentir aussi impuissant. Plus que jamais, il était résolu à acquérir du pouvoir au plus vite. 2 ans s'étaient écoulés depuis sa naissance, et Alice songeait souvent à la rapidité avec laquelle le temps passait. Arthur était un enfant curieux et gentil, mais malgré tout, il n'avait jamais souri. Un jour, elle l'aperçut par la fenêtre, en train de s'entraîner avec Reynolds. Arthur maniait une épée en bois avec une habileté surprenante, tandis que Reynolds le félicitait avec enthousiasme. Voyant cela, Alice se mit en colère et exigea de savoir ce que Reynolds faisait avec leur petit garçon. Reynolds hésita et tenta d'expliquer qu'il ne faisait que lui enseigner les bases de l'escrime, mais Alice était furieuse. Arthur venait à peine d'apprendre à marcher, et Reynolds le forçait déjà à manier une arme. Comprenant son erreur, Reynolds s'excusa rapidement. Observant la situation, Arthur comprit qu'au sein de sa famille, Alice détenait davantage d'autorité. Il se demanda si cela était propre à leur foyer ou si le monde entier fonctionnait selon un système matriarcal. Plus tard, Alice emmena Arthur au marché, un endroit qui semblait toujours l'exciter. Il observait attentivement tout ce qui l'entourait, utilisant ses sorties pour recueillir des informations sur le monde. Les armes exposées sur les étals lui permirent d'évaluer le niveau technologique du royaume. Il découvrit également des substances et des matériaux qu'il n'avait jamais vus dans sa vie précédente. Mais ce qui l'intriguait le plus était de voir des gens utiliser la magie sous ses yeux. Cette expérience s'avérait précieuse. Sur le chemin du retour, Arthur s'endormit dans les bras d'Alice. Elle sourit doucement et murmura qu'il était sûrement l'heure de la sieste. À moitié endormi, Arthur réfléchit à sa vie. Ses parents prenaient soin de lui de toutes les manières possibles, s'assurant qu'il ne manquait de rien. Même s'il se sentait parfois limité, il ne pouvait nier que cette existence n'était pas désagréable. Il se demande alors si c'est à cela que ça ressemble d'avoir une famille. Dans sa vie précédente, il avait été abandonné à la naissance et élevé dans un orphelinat, n'ayant jamais connu la chaleur parentale. Mais dans cette vie, cette chaleur l'entourait en permanence, et il trouvait cela étrangement réconfortant. Alors qu'il dormait, Alice passa doucement ses doigts dans ses cheveux. Elle avait remarqué ses petites habitudes, la façon dont il sortait discrètement du lit pour lire, l'éclat qui animait ses yeux lorsqu'ils allaient au marché. Cela lui rappelait Reynolds. Elle savait qu'un jour, tout comme son père, Arthur voudrait explorer le monde. Mais au fond d'elle, elle espérait qu'il puisse mener une vie paisible. Le lendemain matin, Arthur observa son père s'entraîner. Il se sentit chanceux d'avoir un modèle vivant à étudier de si près. Reynolds renforça son corps avec du mana, puis frappa un rocher, le réduisant en morceaux. Avec un sourire confiant, il demanda à Arthur s'il était impressionné. Mais ce dernier ne put s'empêcher de penser qu'il aurait été plus rapide de simplement ramasser les pierres. Alice posa doucement ses mains sur les épaules de son fils et lui assura que Reynolds n'avait même pas encore montré toute l'étendue de son talent. Cette fois, son père se concentra davantage, augmentant encore sa force. Il envoya un puissant coup de poing dans l'air, puis frappa le sol d'un coup de pied, générant une onde de choc visible. Arthur comprit alors que son père était un augmentateur, un utilisateur de mana spécialisé dans le renforcement du corps. Alice, fière, demanda à Arthur si cela l'impressionnait. Il émit un léger bruit en guise de réponse, mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas se contenter d'être un simple spectateur. Avant qu'il ne puisse agir, Alice lui rappela que l'heure de la sieste approchait. Arthur se tourna vers la bibliothèque et la désigna du doigt, exprimant clairement son envie de lire à la place. Mais Alice resta ferme, la sieste d'abord. Refusant d'abandonner si facilement, Arthur lui lança un regard suppliant, ses yeux brillant d'une détermination innocente. Alice hésita, tentant de résister, mais il continua à la fixer avec une expression attendrissante. Finalement, elle soupira et céda,
lui permettant de lire un peu avant sa sieste. Lorsqu'elle partit, Arthur se sentit victorieux. Au cours des 2 dernières années, il avait accumulé une immense quantité de connaissances, mais sa découverte la plus précieuse restait le processus de formation du noyau de mana. Il s'agissait de rassembler les fragments dispersés de mana dans son corps et de les concentrer en un seul point. Le processus avait été ardu, mais ses efforts commençaient enfin à porter leurs fruits. Alors qu'ils s'entraînaient avec diligence, Alice et Reynolds discutaient à l'extérieur. Soudain, une puissante explosion retentit dans la maison. Instinctivement, Reynolds protégea Alice des débris volants. Son dos fut brûlé par le souffle, mais son unique préoccupation était la sécurité de sa femme. Alice le rassura en lui disant qu'elle allait bien, mais un vent de panique s'empara d'elle, Arthur était encore à l'intérieur. Reynolds se précipita à l'intérieur et fut stupéfait par ce qu'il vit. Arthur flottait dans les airs, enveloppé d'une aura de mana intense. L'explosion avait été provoquée par la seule force de son pouvoir. Cela n'avait aucun sens. Il n'avait même pas 3 ans. Alice, inquiète, l'appela pour s'assurer qu'il allait bien. Mais elle aussi était sous le choc du spectacle qui s'offrait à elle. Reynolds, encore incrédule, se tourna vers Alice et murmura, leur fils avait déjà atteint un niveau extraordinaire. Pendant ce temps, Arthur resta calme, réalisant que ses études avaient enfin porté leurs fruits. C'était une première étape cruciale vers la maîtrise de ses capacités. Mais à peine eut-il cette pensée qu'une poutre en bois brisé s'effondra vers lui. Il tenta d'esquiver, mais trébucha et tomba. À cet instant, une idée traversa son esprit, il ne pouvait pas mourir dans un endroit comme celui-ci. Avant que les débris ne l'écrasent, ses parents réagirent immédiatement. Reynolds bloqua la poutre en chute, tandis qu'Alice se précipita et l'enlaça protectivement. À ce moment-là, Arthur comprit quelque chose, ses parents seraient toujours là pour le protéger. C'était leur devoir en tant que parents. Alice tremblait en le serrant contre elle, des larmes coulant sur ses joues. Reynolds, inquiet, se tourna vers elle et demanda si Arthur allait bien. Après l'avoir examiné, elle hocha la tête, soulagée, répétant qu'il n'avait rien. Les larmes aux yeux, elle murmura à quel point elle était reconnaissante. Arthur observa leur réaction avec perplexité, se demandant pourquoi ses parents pleuraient. Une mémoire lointaine de sa vie passée refit surface. Il se souvenait d'une compétition d'escrime où il avait vaincu un adversaire. Après sa défaite, les parents du garçon s'étaient précipités pour s'occuper de lui. Ils avaient accompli leur devoir, et dans l'esprit d'Arthur, ils auraient dû être fiers. Mais aujourd'hui, il comprenait que quelque chose était différent. Ce n'était pas une leçon tirée d'un livre, ni un savoir acquis dans son ancienne vie. C'était une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, une sensation inconnue qui l'envahissait. Submergé par ce flot de sentiments, il cria pour la première fois, dans ses 2 vies. Au plus profond de son cœur, une question résonna, qu'était exactement ce sentiment? On a un aperçu de la vie passée d'Arthur, autrefois connu sous le nom de roi Grey. À cette époque, un serviteur royal fut surpris en train d'essayer de l'assassiner. Selon la loi, il aurait dû être exécuté sans la moindre hésitation. Mais le conseil du roi décida plutôt de l'exiler dans son pays natal avec toute sa famille, sachant pertinemment qu'un sort bien pire que la mort les y attendait. L'agresseur, désespéré et terrifié, supplia Grey d'épargner sa famille. Mais Grey, sans la moindre pitié, tua la femme et la fille de l'homme sous ses yeux. Non pas par vengeance, mais comme un acte de miséricorde. Une démonstration glaçante de son sang-froid extrême. C'est donc presque inimaginable de penser qu'Arthur, ce gamin à l'allure si innocente, est le même homme qui a autrefois régné avec une détermination aussi impitoyable. Actuellement, Arthur passe du temps avec son père, Reynolds, qui lui offre une paire de gants de combat identiques aux siens. Mais Arthur les refuse, préférant rester fidèle à son épée en bois. Il estime qu'avec son physique actuel, porter les gants raccourcirait trop sa portée et le désavantagerait. Reynolds ne proteste pas et ne le force pas. Il sourit simplement et entame leur séance d'entraînement habituelle. Mais aujourd'hui est différent. En plein combat, Arthur révèle qu'il a appris à renforcer son épée avec du mana. Grâce à cette révélation soudaine, il désarme complètement Reynolds pour la première fois. Arthur gagne, laissant son père choqué, sans voix, et complètement pris de court par les progrès fulgurants de son fils. Plus tard, au dîner, Reynolds décide de trouver à Arthur un véritable instructeur, ayant compris qu'il risquerait de freiner ses progrès s'il continuait seul. Mais Alice, la mère d'Arthur, s'oppose à cette décision. Elle sait que cela signifie qu'Arthur devra quitter leur maison et partir seul en ville, alors qu'il n'a que 4 ans. Reynolds insiste, expliquant qu'Arthur est désormais capable d'enchanter n'importe quoi avec de la magie, et affirme que c'est pour son avenir. Le couple se dispute à table. Arthur propose alors une solution simple pour satisfaire les deux, que ses parents l'accompagnent tous les deux en ville. Ainsi, Reynolds pourra lui trouver un véritable tuteur, et Alice pourra rester aux côtés de son fils. Les parents acceptent immédiatement et commencent à faire leurs valises pour déménager. Peu de temps après, le groupe d'amis de Reynolds, une guilde d'aventuriers appelée les Twin Horns, vient personnellement escorter Arthur et sa famille jusqu'à la ville. Arthur se présente à eux, ainsi qu'à leur chef, Adam, qui lui dit qu'ils se sont déjà rencontrés,
mais pense qu'un enfant de son âge ne s'en souviendra sûrement pas. Pourtant, Arthur se souvient parfaitement de tout. C'était lorsqu'il avait accidentellement fait exploser leur maison. À l'époque, les Twinhorn étaient venus aider à la reconstruire, et Arthur avait entendu toutes leurs conversations. C'est ainsi qu'il avait découvert que ses parents faisaient autrefois partie du groupe avant de se retirer pour fonder une famille. Une fois qu'Adam termine sa discussion avec Arthur, Angela s'approche pour lui faire un câlin si serré qu'il ne peut plus respirer. Durden Walker, le colosse du groupe, remarque qu'Arthur peine à s'en sortir et le tire rapidement des bras d'Angela. C'est alors qu'Arthur remarque une jeune fille qu'il observe en silence depuis le haut de la carriole. Elle s'appelle Jasmine Flamsworth. Elle n'a pas l'air très avenante et se contente de le fixer à distance. Arthur se perd un instant dans son regard, jusqu'à ce qu'Hélène vienne lui serrer la main et se présenter, ainsi que Jasmine. Avec cette brève introduction des membres des Twinhorn, le voyage vers la ville de Xyrus peut enfin commencer. Pendant le trajet, Arthur ne peut s'empêcher de commenter à voix basse à quel point le système de transport lui paraît primitif comparé à son ancien monde, où les voitures volantes étaient monnaie courante. Cela dit, il ne trouve pas ça si terrible, surtout avec sa mère toujours attentionnée à ses côtés. Ils font plusieurs pauses chaque jour et, au cours de l'une d'elles, un groupe de loups sauvages surgit et attaque. Arthur prend alors conscience, pour la première fois, de la véritable dangerosité du monde extérieur. Jasmine entre en scène et abat les loups avec une aisance remarquable à l'aide de ses dagues. Reynolds, Adam et les autres membres des Twinhorn se joignent rapidement au combat et règlent la situation sans trop de difficultés. Spectateur unique de l'affrontement, Arthur est profondément inspiré par ses compagnons et commence à avoir hâte de participer lui aussi à un vrai combat. Le soir venu, le groupe se régale autour d'un bon repas. Mais Arthur remarque que sa mère, Alice, ne mange rien. Elle prétend être rassasiée, mais quelque chose ne tourne pas rond. Lorsqu'elle repère une blessure sur le bras de Reynolds, elle se lève immédiatement pour le soigner. À ce moment-là, l'atmosphère change, le groupe devient soudain plus attentif, veillant discrètement à ce que personne ne les observe. Arthur comprend alors que ces précautions sont prises parce que la magie de soins est rare et convoitée dans ce monde. C'est d'ailleurs pour cette raison que Reynolds et Alice vivaient isolés dans les collines, pour protéger le secret des pouvoirs de guérison d'Alice. Après le repas, Adam demande à emprunter Arthur à ses parents pour un petit duel. Il veut tester de ses propres yeux les compétences que Reynolds lui attribue. Les autres membres du groupe, tout aussi curieux du potentiel de l'enfant prodige, forment un cercle autour d'eux. Une véritable foule inattendue pour ce petit garçon de seulement 4 ans, qui se demande si aucun d'entre eux ne s'inquiète ne serait-ce qu'un peu pour lui. C'est le tout premier duel d'Arthur contre quelqu'un d'autre que son père. Et contrairement à Reynolds, qui utilisait seulement un bâton en bois, Adam manie une véritable lance, bien qu'elle soit enveloppée de bandages. Dès le début du duel, Adam n'y va pas par 4 chemins et renforce son arme avec du mana. Arthur réplique aussitôt, mais va plus loin encore, il canalise du mana dans ses jambes pour augmenter drastiquement sa vitesse. Dans un éclair, il fonce et porte le premier coup avant même qu'Adam ne puisse réagir. Puis, il glisse entre ses jambes avec une agilité déconcertante et reprend ses distances, laissant le groupe bouche bée devant sa vitesse et sa précision. Le combat s'intensifie. Ils s'affrontent frontalement, mais il devient vite évident que l'écart de puissance entre eux est réel. Arthur, n'ayant pas la moindre force brute, est littéralement projeté en arrière par l'attaque d'Adam. L'impact le fait voler dans les airs et il comprend immédiatement à quel point son corps d'enfant est encore léger et fragile pour le combat rapproché. Avant qu'il ne s'écrase violemment au sol, Angela utilise sa magie du vent pour le ralentir et adoucir sa chute. Durden intervient rapidement, réprimandant Adam pour être allé trop loin avec un enfant. Il lui rappelle qu'il était censé se retenir. Adam lève les mains en signe de défense, admettant qu'il s'est laissé emporter. Mais c'est uniquement parce que la technique d'Arthur l'a complètement pris au dépourvu. Intérieurement, il se demande quel genre d'entraînement infernal Reynolds a pu imposer à ce gosse pour en faire un tel monstre à seulement 4 ans. En se tournant, il aperçoit Jasmine qui le regarde d'un air curieux. Elle veut savoir comment il a fait ça et le supplie de lui apprendre. En voyant son visage obstiné, il comprend vite qu'elle ne le lâchera pas tant qu'il ne lui aura pas montré. Le lendemain matin, le groupe reprend la route. Ils font une halte dans un coin tranquille pour qu'Arthur poursuive son entraînement. Adam lui enseigne les bases du maniement de la lance, pendant que son père enchaîne quelques poses musclées à la manière d'un coach de salle de sport, bien qu'il reste un faible malgré tout. Ensuite, Hélène initie Arthur au tir à l'arc, et en un rien de temps, il devient étonnamment bon. Une fois tous ses entraînements terminés, il honore la promesse faite à Jasmine et commence à lui donner les cours qu'elle réclamait. Elle se révèle être une élève rapide et appliquée. Plus tard dans la soirée, alors qu'Arthur lit tranquillement un livre, Jasmine continue de le fixer, comme hypnotisée par son charme inexistant. Très vite, elle commence à se comporter comme une véritable stalker. Le jour suivant est l'anniversaire d'Arthur. Contre toute attente, Jasmine lui offre un poignard en cadeau, provoquant la surprise des autres filles du groupe. Elle se met même à lui expliquer comment s'en servir, avec une attention très particulière. Lassé de ses enfantillages et visiblement aigri par sa condition de célibataire endurci, Adam interrompt le moment pour annoncer qu'il est temps de repartir. Mais alors qu'il se prépare,
Alice appelle son fils. Il remarque immédiatement qu'elle n'a pas l'air bien. Lorsqu'il lui demande ce qui ne va pas, elle affirme que tout va bien, sauf qu'il n'est pas dupe et ne croit pas à ses balivernes. La caravane reprend la route, mais bientôt, le groupe est attaqué par des bandits. Tous sautent de la carriole pour se mettre en position de défense. Une volée de flèches s'abat sur eux, mais Angela érige un bouclier magique pour les protéger. Arthur observe la situation, ils sont largement encerclés. Le chef des bandits, un homme au visage carré comme un cube, donne l'ordre à ses hommes d'épargner les femmes et les enfants, mais il compte les capturer pour les revendre à bon prix. Les bandits chargent violemment, et Alicia, clairement effrayée, tente de calmer Arthur. Avant que les ennemis n'aient le temps de les atteindre, Durden les repousse d'une puissante attaque, tandis que Reynolds en enchaîne plusieurs à coups de poing. Un des assaillants tente de frapper Reynolds, mais Hélène décoche une flèche en plein cœur de l'ennemi. Adam tranche ses adversaires avec sa lance, et Jasmine les neutralise avec ses dagues, rapides et précises. En les regardant combattre ainsi, Arthur prend pleinement conscience du niveau individuel de chacun des membres des Twinhorn. Ils sont tous incroyablement compétents. Cependant, les bandits sont bien trop nombreux. Malgré leur vaillance, le groupe commence à fatiguer. Les bandits continuent de foncer sur eux, implacables. Bientôt, Reynolds est violemment projeté contre la carriole. Il s'effondre, inconscient. C'est le moment que choisit le chef des bandits, au visage grotesque, pour s'approcher dangereusement d'Alice et d'Arthur. En voyant Reynolds dans cet état, Arthur et sa mère sortent précipitamment de la carriole pour lui venir en aide. Mais à ce moment-là, Reynolds rouvre les yeux. Bien qu'il soit visiblement à bout de force, il se redresse et leur demande de reculer. Même dans cet état pitoyable, il choisit d'assumer son rôle d'homme jusqu'au bout. Il supplie Arthur de s'enfuir avec sa mère. Mais Arthur, l'imbécile au cœur pur, insiste pour rester et se battre à leur côté. C'est alors que son père lui révèle une vérité qu'il soupçonnait sans vouloir y croire, sa mère est enceinte. C'est pour ça qu'elle paraissait malade. Le choc lui coupe le souffle. Reynolds insiste. Il fait confiance à Arthur pour protéger sa mère, et son futur frère ou sœur. Sans perdre plus de temps, Arthur prend Alicia par la main et s'enfuit avec elle. Furieux, le chef des bandits ordonne qu'on les pourchasse. Mais Reynolds s'élance droit sur lui, prêt à vendre chèrement sa peau. Alors qu'Arthur et sa mère risquent d'être rattrapés, Adam et Jasmine interviennent, lançant des couteaux pour dégager leur passage. Tous les membres de la guilde s'unissent pour faire barrage aux assaillants, offrant une chance de fuite au duo. Pendant leur fuite, Arthur ne peut s'empêcher de repenser à son passé. Autrefois, il était celui qui ôtait la vie sans trembler. Et voilà qu'il court, terrifié à l'idée de perdre la sienne. Cette pensée le ronge. Il est furieux. Mais que peuvent faire ses petits pieds, sinon courir? Soudain, il sent une magie menaçante en provenance de la montagne. Il lève les yeux, un inconnu est prêt à frapper. D'un geste instinctif, Arthur pousse sa mère de côté et encaisse l'attaque magique de plein fouet. Il perd l'équilibre et chute de la montagne. Alors qu'il tombe, une idée s'impose à lui, je ne partirai pas seul dans l'au-delà. Il dégaine le poignard offert par Jasmine, auquel est attachée une corde, et le lance de toutes ses forces vers son ennemi. La lame s'accroche à la jambe de ce dernier et l'entraîne avec lui dans sa chute. En parallèle, Durden et Angela tentent désespérément de le rattraper avec leur magie, mais il est déjà trop loin. Arthur continue de chuter. En bas, sa mère le regarde, le bras tendu vers lui, incapable de le sauver. Des larmes coulent sur ses joues, horrifié à l'idée de perdre son fils. Arthur, lui, ressent un étrange apaisement. Il a protégé sa famille. Même si cela doit lui coûter la vie, il est fier de ce qu'il a fait. Seul regret, il ne pourra jamais être le grand frère qu'il aurait voulu devenir. Mais contre toute attente, il survit. En ouvrant les yeux, il découvre une créature gigantesque, à l'allure monstrueuse, qui le fixe. Un frisson de terreur le traverse. Après cette chute mortelle, Arthur parvient d'une manière ou d'une autre à sortir de la rivière et à se réfugier dans une grotte. Cependant, il se retrouve nez à nez avec un monstre terrifiant et commence à regretter d'avoir cherché refuge ici. Il tente une attaque surprise pour augmenter ses chances de survie, mais le monstre le frappe simplement en plein vol et lui dit de se calmer. Le monstre assure à Arthur qu'il n'est pas maléfique et qu'il veut juste être ami. Mais au vu de la situation, je ne suis pas sûr qu'Arthur doive lui faire confiance. Quoi qu'il en soit, Arthur est toujours gravement blessé, et ses blessures ne guériront pas s'il ne mange rien. Alors le monstre cueille des fruits sur les parois de la grotte. Il dit à Arthur de les manger, mais celui-ci ne fait pas confiance à des fruits qui poussent au mur au hasard. Il s'apprête à se lever pour tenter de parlementer, mais à ce moment-là, ses blessures le rattrapent. En essayant de se lever, il entend un craquement et se met à pleurer de douleur. Le monstre lui dit d'arrêter de pleurer car c'est déjà un miracle qu'il ait survécu à cette chute. Arthur a beaucoup de questions, mais le monstre refuse de lui répondre tant qu'il n'aura pas mangé les fruits. D'abord hésitant, Arthur croque finalement une baie, et découvre qu'elle est délicieuse. Une fois qu'il a bien mangé, Arthur demande au monstre s'il sait ce qu'il est advenu de ses parents. Le monstre explique qu'il ne peut pas quitter la grotte, donc il ne peut pas vérifier directement leur état, mais il a une capacité qui lui permet de voir à grande distance.
Il génère alors un écran et montre à Arthur que ses parents ont réussi à vaincre les bandits restants. Cela signifie qu'ils sont encore en vie, et Arthur est ravi d'apprendre cette bonne nouvelle. Il remercie le monstre de lui avoir transmis ces informations. Comme Arthur va rester coincé ici un moment, il décide d'être amical avec le monstre, qui s'appelle Sylvia. Elle se révèle être une personne vraiment gentille. Au fil des jours, Arthur reste dans la grotte, mange et se repose pour guérir. Sylvia veille constamment sur lui. Quand son corps est enfin rétabli, Arthur veut rentrer chez lui au plus vite. Mais selon Sylvia, il ne survivrait jamais au voyage de retour tout seul. La grotte est en bordure de la forêt elfique, une région remplie de bêtes magiques et de bandits sans morale, bien trop dangereux pour Arthur. Mais cela ne veut pas dire qu'il restera ici pour toujours. Sylvia a la capacité d'ouvrir une faille dimensionnelle pour le renvoyer chez lui, ou du moins dans un endroit plus sûr que cette forêt, mais cela prendra du temps. En attendant, Arthur n'a rien de mieux à faire, alors il prend un bâton et commence à s'entraîner à l'épée. Quelques jours passent encore. Arthur apprécie la compagnie de Sylvia, mais il n'a toujours rien appris sur elle. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elle ressemble à un monstre terrifiant, qu'elle se cache de quelque chose, et qu'elle est très gentille. Après une session d'entraînement à l'épée, Arthur s'assoit sur un rocher pour s'entraîner à manipuler son mana. Sylvia est impressionnée qu'un enfant aussi jeune ait déjà un noyau de mana, mais elle est sûre qu'il ne sait pas vraiment comment l'utiliser. Elle tend la main et concentre une grande quantité de mana dans sa paume. Arthur est émerveillé, car Sylvia parvient à accumuler du mana tout en lançant un sort, une prouesse incroyable. S'il pouvait apprendre cette technique, il deviendrait sûrement très puissant. Mais avant de lui enseigner quoi que ce soit, Sylvia lui demande ce qu'il compte faire du pouvoir qu'il va acquérir. Arthur n'y avait jamais vraiment réfléchi, mais il repense à sa famille et ses amis, qui ont failli tous être tués par des bandits. Il dit donc à Sylvia qu'il utilisera ce pouvoir pour détruire quiconque osera faire du mal à sa famille. Sylvia n'aime pas du tout cette réponse. Elle lui donne une tape sur le front qui le fait reculer. Elle dit qu'elle ne transmettrait jamais sa technique à quelqu'un qui pense ainsi. Arthur ne comprend pas pourquoi elle s'énerve autant. Pour lui, il est naturel de vouloir éliminer ses ennemis. Pour lui faire comprendre son point, Sylvia approche son doigt de la tête d'Arthur et lui dit qu'elle pourrait très bien lui fendre le crâne avec, ou bien simplement le toucher doucement. Elle lui demande ce qu'il préfère. Arthur, évidemment, ne veut pas mourir, donc il dit qu'il préfère la douceur. Il est facile de se laisser guider par la colère et la haine. Mais une fois qu'on cède à cela, la vie devient un cycle vide et sans fin de haine. Elle ne veut pas qu'Arthur gaspille sa vie de cette façon. Alors elle lui repose la question, que feras-tu de ce pouvoir? Arthur y repense, mais cette fois il se concentre sur les sourires lumineux de ses proches. Il répond qu'il veut utiliser son pouvoir pour protéger ceux qu'il aime. Et cette réponse plaît beaucoup plus à Sylvia. Pendant ce temps, à l'extérieur de la grotte, un monstre ressemblant étrangement à Sylvia semble être sur ses traces, et il est tout près de la retrouver. Dans l'ancien monde d'Arthur, il était roi, mais cela ne voulait pas dire qu'il détenait tout le pouvoir. Ceux qui dirigeaient réellement, c'étaient les sénateurs. Arthur n'était finalement qu'un outil de guerre, appelé à exécuter des actes violents sur commande. Mais il n'a jamais aimé vivre ainsi. De retour au présent, Sylvia commence à enseigner sa technique à Arthur. Après lui avoir montré comment faire, elle lui demande d'essayer à son tour. Arthur commence à condenser le mana présent dans l'air ambiant. Une fois qu'il a compris comment faire, il parvient à utiliser ce mana pour se renforcer. Il sent déjà la différence dans sa force, alors il court vers Sylvia pour la remercier de lui avoir appris cela. Cependant, Sylvia sent soudainement quelqu'un approcher, alors elle pousse Arthur dans un tas de pierres et lui dit de rester silencieux. Arthur ne comprend pas ce qui se passe, alors il jette un coup d'œil à travers les rochers et voit un autre monstre qui ressemble exactement à Sylvia. Sylvia semble le connaître et est surprise qu'il ait réussi à la retrouver ici. Mais l'autre monstre ne veut pas perdre de temps, il exige que Sylvia le suive. Sylvia refuse, et il commence aussitôt à tirer des projectiles. Arthur veut aller aider Sylvia, mais il entend sa voix dans sa tête lui dire de ne pas s'inquiéter pour elle. Le monstre essaie de convaincre Sylvia de coopérer, sinon il devra la tuer. Mais Sylvia préfère mourir plutôt que de lui obéir. Elle commence à concentrer son mana et révèle sa véritable forme, elle est un dragon. Sous cette forme, elle peut utiliser bien plus de puissance. Elle lance un énorme rayon d'énergie que le monstre bloque, mais il lui dit qu'elle est insensée, car dans son état actuel, elle ne survivra pas à l'utilisation de tant de pouvoir. Sylvia le sait très bien, mais cela ne la dérange pas, elle a vécu une vie longue et heureuse. Elle parvient à projeter le monstre contre un mur, mais il se relève rapidement et contre-attaque, lançant plusieurs projectiles sur Sylvia. Elle subit de lourds dégâts, mais s'inquiète surtout pour Arthur, car le combat se rapproche dangereusement de l'endroit où elle l'a caché. Le monstre lance un dernier projectile que Sylvia ne peut pas esquiver sans risquer de toucher Arthur. Elle utilise donc toute son énergie pour l'intercepter et arrêter le temps temporairement. Pendant cette pause, elle dit à Arthur de sortir de sa cachette. Arthur obéit, car cela semble sans danger, et il voudrait lui poser des questions, surtout sur le fait qu'elle soit un dragon. Mais il n'y a pas le temps. Son pouvoir d'arrêter le temps ne durera plus longtemps, et elle doit l'éloigner d'ici au plus vite.
Elle ouvre une faille dimensionnelle qu'elle préparait, mais à cause de ses blessures et du manque de temps pour finaliser le sort, le portail mène au milieu de nulle part au lieu de la maison d'Arthur. Elle voulait éviter de l'envoyer dans la forêt, car c'est dangereux, mais elle n'a plus le choix. De toute façon, elle est convaincue qu'Arthur peut survivre seul et retrouver son chemin grâce à la technique qu'elle lui a apprise. Elle ne s'inquiète donc plus pour sa sécurité. Elle lui demande à nouveau ce qu'il compte faire avec ce pouvoir, et sans hésiter, Arthur répond qu'il ne l'utilisera que pour protéger sa famille. Sylvia est rassurée, il ne s'en servira pas pour des raisons égoïstes. Avant qu'il ne parte, elle veut encore lui offrir quelque chose. Elle crée un œuf et une plume devant Arthur. Elle lui demande d'envelopper l'œuf dans la plume et d'en prendre grand soin. Comme dernier cadeau, elle imprime sa volonté dans le corps d'Arthur sous forme de marques sur ses bras. Arthur est surpris d'avoir soudain 2 tatouages sur les bras, mais Sylvia n'a plus la force d'expliquer. Elle lui dit qu'il comprendra un jour comment les utiliser, même si elle ne sera plus là pour le lui enseigner. Elle s'excuse aussi auprès d'Arthur, car en réalité, elle aurait pu le téléporter chez lui dès le début. Mais elle s'amusait tellement avec lui qu'elle ne voulait pas que ça se termine, et maintenant, à cause de cette décision égoïste, elle l'a mis en danger. Arthur se sent mal, car il sait qu'il n'a pas le pouvoir de sauver Sylvia, même après tout ce qu'elle lui a enseigné. Il se fiche qu'elle soit un dragon ou un monstre, pour lui, elle est un membre précieux de sa famille. Il lui dit qu'il la considère comme sa mère, mais Sylvia lui rappelle qu'il a déjà une maman. Alors Arthur dit qu'elle peut être sa grand-mère. Sylvia ne s'attendait pas à ça, mais elle aime beaucoup l'idée d'être appelée grand-mère. Elle lui demande de le redire, et il le fait avec plaisir. Sylvia est très triste de ne plus pouvoir le revoir, mais le temps presse. Elle le pousse doucement pour qu'il entre dans le portail. Arthur comprend, alors il prend les cadeaux et entre dans le portail. Mais à la dernière seconde, il change d'avis et supplie Sylvia de venir avec lui. Elle ne peut pas, alors elle ferme le portail et l'envoie loin. Le temps reprend son cours, et Sylvia est frappée par le projectile de l'autre monstre. Les dégâts semblent mortels. Elle s'effondre au sol, mais le monstre doute qu'elle soit morte, il la sait trop puissante pour tomber ainsi. Il baisse sa garde en s'approchant de son corps inerte, mais dès qu'il est à portée, Sylvia utilise toute l'énergie qui lui reste pour lancer une attaque qui l'incinère avec tout ce qui se trouve dans un rayon d'1 mètre. Pendant que le portail téléporte Arthur, il entend un dernier message de Sylvia. Elle lui demande s'il se souvient de ce qu'elle lui a dit sur la bonne manière d'utiliser ses pouvoirs. Arthur s'en souvient, mais reste très triste. Sylvia lui dit que le monde est un endroit triste, et que des choses comme ça arrivent, mais c'est pourquoi Arthur doit le changer, pour le rendre meilleur. Arthur proteste, disant qu'il ne pourra jamais faire une chose pareille. Mais elle ne s'attend pas à ce qu'il change le monde d'un seul coup, il peut le faire petit à petit. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'il prend le contrôle du monde. Sylvia connaît la vie antérieure d'Arthur en tant que roi. Même si elle n'approuvait pas la façon dont il régnait à l'époque, elle est convaincue que tant qu'il ne se laisse pas consumer par la haine, il deviendra un grand roi capable d'améliorer le monde. Un peu plus tard, Arthur se réveille au sol et jure d'honorer la promesse faite à Sylvia. Mais d'abord, il doit sortir de cette forêt.